Ça me saoule parce que je sais pas si vous voyez les 3 photos là des 3 mecs, enfin du coup c'était mine, c'est une brochure de photos comprise dans son album que j'ai unboxé dans mon vlog lecture de Prince Cruel. J'ai voulu les mettre là comme ça, vous pouvez les admirer un peu de loin. Sauf que quand je me mets là, et ben ça en cache 2 et c'est les 2 meilleures photos. Du coup je pense que je vais devoir le mettre en haut là pour que ça apparaît et que ça me porte bonheur dans mes vidéos. Ça va peut-être m'aider à faire des vues. Je rigole. Non mais oui d'accord, on s'en fout, c'est pas le propos de la vidéo et je vais pas digresser comme ça pendant toute la vidéo, mais c'était mine, ouais. Hey, alors je suis hyper contente, hyper excitée, très anxieuse, très appréhensive à l'idée de tourner cette vidéo parce que c'est une vidéo que je voulais tourner depuis le début de ma chaîne. On va parler d'une saga qui me tient très à cœur, d'une saga qui m'a transportée, qui m'a bouleversée, qui m'a chamboulée comme pas possible. Il s'agit de la saga de The Poppy War de R.F. Kuang, aussi connue sous le titre en français La Guerre du Pavot. Malheureusement il n'y a que un tome de disponible en France et je crois que la publication a été arrêtée. Voilà, du coup super. Le deuxième tome en anglais c'est The Dragon Republic et le troisième tome The Burning God. C'est une saga que j'ai dévorée l'année dernière. En un mois en fait j'ai dévoré les 3 tomes alors que bon c'est des tomes assez conséquents, c'est en anglais mais en fait j'étais tellement transportée. J'ai eu un coup de cœur pour aucun des 3 tomes mais j'ai eu un coup de cœur pour la saga entière en fait parce que l'impression que j'ai eu en ressortant c'est en mode je veux lire une autre histoire comme ça en fait. Est-ce que je ressentirais la même adrénaline? Enfin bref c'était ouf. C'est pas une saga parfaite globalement, il y a des points qui auraient pu me pénaliser dans mon jugement mais en fait c'était une expérience tellement grisante, j'étais tellement obsédée par ce que je vivais dedans, mes pensées étaient toujours tournées vers cette saga pendant ma lecture que voilà en fait tu en ressors complètement chamboulée, tu te dis ouais il n'y a pas tout qui va mais t'as été impacté mais c'était hyper violent et c'était waouh juste tellement puissant. Au niveau du résumé, alors en fait on se situe dans un monde de fantasy historique qui est fortement imprégné de l'histoire de Chine, notamment de la dynastie des Qing qui était la dernière dynastie impériale chinoise. Alors la contrée principale où on est s'appelle le Nikan qui est inspiré de la Chine et en fait cette contrée est en tension avec la fédération du Mugen qui est le Japon et les Espénianes qui sont un peu les occidentaux. On commence l'histoire dans une sorte de paix un peu branlante, un peu forcée. Tu sens il y a un peu des tensions sous-jacentes qui commencent à éclater, il y a de la discrimination. T'as le Mugen qui a une empreinte territoriale assez forte sur la contrée du Nikan. Dedans on va suivre Rin qui est orpheline et qui vit avec sa tante, son oncle et son petit cousin. Sa tante veut la marier à un vieux là pour le business parce que c'est le destin de toutes les filles, voilà, soit elles se marient, soit elles ont une vie encore plus éclatée, voilà. Rin en fait va passer un marché pour éviter de se marier. Elle va essayer de passer le concours pour intégrer l'académie la plus prestigieuse du pays qui est Singard, qui est une académie d'élitistes, militaires, politiques destinée à former les futurs gouverneurs du monde non, de la Chine, enfin non pas de la Chine, de Nikan. Elle réussit, elle va se retrouver dans un milieu académique rempli d'élites, de gosses de riches qui étaient déjà préparés dès leur plus jeune âge à avoir des postes importants dans le pays, à protéger le peuple et tout. Dans la première partie, on suit son apprentissage, on voit sa vie d'étudiante et comment elle est discriminée parce qu'elle se confronte au mépris des autres parce qu'elle vient d'une basse extraction. Il y a le soleil qui se couche et ça devient nuageux, je suis désolée pour la qualité. Il y a cette tension entre les aristocrates et elle qui est une pauvre paysanne de merde. Du coup, il y a un peu des vibes d'Harry Potter, mais dans la deuxième partie, on est confronté directement à la guerre parce que les tensions, comme j'ai dit, entre Nikan et Mugen et les occidentaux, enfin les Espénianes, éclatent. Ça marque une rupture violente avec le début parce qu'au début ça avait l'air un peu young adulte avec l'école et tout, c'est assez encadré et d'un coup en fait on bascule dans l'horreur totale de la guerre et c'est effroyable. Et d'ailleurs cette rupture totale, c'est quelque chose que j'ai vu que beaucoup de lecteurs reprochaient comme un défaut alors que pour moi c'est plutôt une qualité parce qu'en fait on se retrouve dans la même vision, dans le même point de vue que Rin, on se partage ses mêmes impressions parce que du coup on a étudié à l'académie comment faire la guerre, comment être stratégique, comment se battre et tout et on se dit ouais on est préparé et en fait basculer vraiment dans la réalité qui est beaucoup plus brute, beaucoup plus dure, beaucoup plus impitoyable que ce à quoi on s'attendait, on est pris au dépourvu et on perd nos moyens. C'est quelque chose qu'on ressent aussi en tant que lecteur parce que du coup on les suit dans leur milieu académique et d'un coup on bascule dans un tout autre registre qui est beaucoup plus barbare. On est pris au dépourvu comme Rin et du coup je trouve que ce parallèle entre le lecteur et ce que vivent les personnages, je trouve que c'est assez fort et que c'est assez puissant et que ça renforce la pertinence du récit de notre aventure en tant que lecteur. On réalise qu'on partage la même naïveté que ces gamins là et ça renforce notre attachement à ce qu'ils vont vivre. Je vais un peu revenir d'abord sur la première partie
partie qui concerne le milieu scolaire et après je basculerai sur la deuxième partie qui concerne la guerre et qui occupe le reste de la saga. Alors la première partie, déjà moi j'ai un faible pour les histoires dans les milieux académiques parce que voilà, il y a pas mal de résonance dans notre expérience. Dedans c'est encore plus dur parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'en gros Rin elle a réussi le concours d'intégration mais elle peut à tout moment se refaire virer et devoir se résigner à un destin de mariage, de soumission, parce qu'en fait si elle reste pas parmi les meilleurs, bah elle peut se faire virer et du coup il y a cette pression qui la pousse à appliquer des mesures drastiques pour rester dans la course et pour pallier à ses faiblesses, à ses retards, parce qu'elle a pas étudié depuis son enfance comme les autres, ce qui fout une pression en plus. Cette pression académique, tu vois à quel point ça abuse de leur mental, parce que Rin en fait elle va faire des choses pour essayer de rester le plus focus sur ses études et de réussir le plus. Et en fait c'est choquant, il y a une scène en particulier, enfin il y a une mesure en particulier qui concerne son propre corps. T'es en mode ouais, quand même quoi. Ça montre en fait déjà l'impitoyabilité de l'histoire, mais aussi de l'héroïne. Voilà, l'héroïne qui va évoluer par la suite, voilà, je vais en parler plus tard. L'autrice avait dit que pour cette partie de l'histoire, elle s'est inspirée de l'histoire de son père, parce que son père aussi venait d'une famille de paysans, et en fait il a réussi le concours d'une des académies les plus prestigieuses de la Chine, et du coup c'est comme ça qu'elle peut monter en ville et poursuivre ses études là-bas. Je crois que maintenant aussi c'est encore faisable, mais le fait en fait que les gens qui habitent dans les milieux ruraux, la seule façon pour eux pour se détacher de ce milieu social et pour accéder à un mode de vie urbain, c'est de réussir à l'école, sauf qu'en fait il y a tellement peu de place et du coup dans le système scolaire ils sont énormément discriminés parce qu'ils bénéficient pas du même niveau d'enseignement et tout. Du coup voilà, ils sont très défavorisés et genre il y a une personne, un rural sur je sais pas combien qui peut aller en ville, et voilà en fait sinon ils sont désignés, ils doivent être résignés à poursuivre le destin de leurs parents qui étaient paysans. L'accomplissement du père de l'autrice, enfin c'est encore plus admirable en fait qu'il ait réussi, et je trouve ça ouf. Et il y avait des gens qui disaient ouais mais la première partie ça ressemble pas mal au Nom du vent, le roman où t'as le gars qui était itinérant, et itinérant ça se dit ou pas, enfin bref, qui vagabondait, après il perd ses parents et après il va dans une école de prestige et lui il est un peu discriminé. Bah non, en fait l'autrice elle s'inspirait de pas mal de destins des Chinois, voilà. C'est pas du plagiat du Nom du vent, vous voyez. Attendez, je vais montrer aussi les autres couvertures parce qu'elles sont magnifiques. Là c'est le deuxième tome, voilà. Mais je parle de toute la saga en entier, je parle pas des tomes. Pour la deuxième partie qui concerne la guerre et le reste de toute la saga, il y a beaucoup de trigger warning. C'est beaucoup inspiré des faits réels, du contact de la Chine avec les Occidentaux, avec les Japonais, des conflits entre la Chine et les autres pays. L'autrice elle puise dans ses sources pour aussi en faire des événements concrets dans ces romans-là. Je trouve que c'est intéressant parce que l'histoire de Chine, on n'en parle pas beaucoup, voire très peu en France. On parle surtout de la période de Mao avec le grand bond en avant, la révolution culturelle, mais encore vite fait, tu vois. Avoir une approche historique dans ces romans-là, mélangée à de la fiction, à du fantastique, bah en fait ça peut sensibiliser la curiosité des lecteurs pour que voilà ils apprennent un peu quelques trucs, et après ça les invite à se renseigner de leur côté et à voir à quel point l'histoire de la Chine est passionnante. Même si je vous avertis, même si voilà vous lisez les trigger warning, je pense que vous ne serez jamais prêt à lire le déroulement de la guerre dans ces romans là, parce que tout ce qu'il y a de plus horrible dans la guerre tu les retrouves dans cette saga là. C'est très éprouvant. Par exemple dans le tome 1 il y a un chapitre assez spécial qui nous a tous profondément marqué. C'est un des chapitres qui fait référence directement au massacre de Nankin, où t'avais les Japonais qui ont réussi à prendre la ville de Nankin en 1937, et en fait ils se sont livrés aux pires atrocités possibles. Il y a des descriptions dans ce chapitre-là. Je pensais que c'était exagéré en fait. Et en fait quand tu lis un ouvrage dont l'autrice s'est inspirée, qui s'appelle Le viol de Nankin, je crois, de Iris Chang, que je vous conseille si vous avez un peu le cœur accroché, tu vois que l'autrice elle s'est inspirée des détails sordides qui sont vraiment passés dans l'histoire de Chine et durant ce massacre là. Rien n'a été exagéré, tout s'est déroulé comme ça, et ça fait un choc, enfin c'est... voilà, du coup c'est... Voilà, c'est... Après je vais quand même citer les défauts parce que je saurais pas citer quand. Je trouvais la plume un peu trop froide. Après ça correspond bien à l'univers qui est impitoyable, qui est cruel, qui est barbare et tout, mais je trouve que c'est quand même assez froid et que ça empêchait de vraiment s'attacher à 100% à certaines relations, à s'immerger dans leurs relations, dans le développement de certains pans des personnages. Ce qui est encore plus gênant, c'est que tu vois que l'autrice elle s'attend à ce qu'on ressente les mêmes sensations, les mêmes sentiments qu'elle pendant son écriture, pendant son développement, et elle s'attend à ce qu'on soit sur la même longueur d'onde qu'elle, et
et du coup parfois elle fait des scènes tragiques et tout, mais c'est tellement rapide, c'est tellement froid que j'ai pas le temps de pleurer ou de m'apitoyer dessus. C'est un frein quand même un peu à mon immersion. Voilà, du coup il y avait des moments assez rushés, le show don't tell était pas trop respecté parfois. Et aussi Rin, dans la deuxième partie du tome 1 qui concerne la guerre, Rin elle est très passive, après ça se comprend parce que voilà, comme j'ai dit, elle est prise au dépourvu, enfin c'est une jeune fille qui se retrouve comme ça propulsée dans la guerre, elle est pas préparée en vrai, mentalement elle va pas bien et tout, mais en vrai elle se rattrape dans les deux autres tomes, elle se rattrape beaucoup plus et tu te dis en fait est-ce que ça aurait pas été mieux qu'elle reste passive, parce que passons au point fort et j'espère que ça va un peu vous convaincre de vous mettre à la série, si ça va un peu titiller votre curiosité. Il y a pas mal de fois où la guerre dans d'autres romans est un outil pour mettre en avant l'honneur, la noblesse des personnages, des héros. Dans cette saga-là, la guerre est un outil qui les pulvérise totalement, qui pulvérise physiquement, mentalement, qui pulvérise leur psychologie, leur valeur, leur morale. L'exemple le plus flagrant, c'est dans le personnage de Rin, qui est l'héroïne. Rin, c'est vraiment l'un des points forts de la saga, parce que ça a été une expérience intense, hyper frustrante, mais hyper puissante de la suivre. L'autrice s'est inspirée de Mao Zedong pour créer Rin, et ça se sent. C'est un personnage, il y en a qui l'aiment, il y en a qui la détestent, et c'est fait exprès parce que l'autrice, elle va montrer l'horreur de la guerre à travers Rin, et pour ça, elle va pas rendre Rin forcément sympathique, tu vois. Elle s'en fout si t'aimes l'héroïne ou pas. Là, elle est juste là pour montrer à quel point la guerre est dévastatrice. Elle essaie pas de la victimiser et tout. Non, non, là c'est vraiment brut, et tu fais ta propre opinion. Moi, personnellement, émotionnellement, je suis pas attachée à Rin, mais avec du recul, plus je pense à elle, et plus en fait, genre quand je rencontre d'autres héroïnes qui ont l'air impitoyables, j'ai tendance à les comparer avec Rin, parce que j'attends de ces héroïnes quelque chose d'aussi fort qu'avec Rin, tu vois. Et en fait, Rin est devenue un peu mon standard en termes d'anti-héroïne, en termes de cruauté, en termes de bad bitch. J'ai pas encore trouvé son égal, je crois. Si, peut-être dans Celle qui devint soleil, ce genre d'héroïne, je trouve que c'est tellement satisfaisant à les suivre. En fait, c'est parce que tu sais jamais à quoi t'attendre, et t'es choqué, t'es fasciné morbidement par leur cruauté, par jusqu'où elles vont aller pour remplir leurs objectifs hyper égoïstes. Rin, c'est un personnage que tu peux comprendre, vu d'où elle vient, ce qu'elle a vécu, ce à quoi elle a assisté. Tu comprends qu'après, par la suite, elle aussi, elle va être impactée par la guerre, qu'elle aussi, elle va commettre des crimes et tout. Il y a des fois, enfin, elle fait des trucs, c'est chaud, enfin, oui, c'est choquant. Je pense que c'est vraiment le personnage qui a engendré le plus de victimes dans cette saga, et c'est un truc de dingue. Et c'est pas un truc en mode badass, non, c'est... Après, il y a un côté stylé, parce qu'elle a des pouvoirs et tout, mais c'est surtout horrible. Je pense pas que l'autrice, en montrant Rin commettre de telles atrocités, c'était fait pour qu'on l'admire ou quoi. C'est une anti-héroïne qui est plus que moralement gris, je pense qu'elle est surtout dans le noir, mais en fait, elle a aussi une part qui est très humaine, parce que je trouve que c'est sa déshumanisation par la guerre qui la rend très humaine, parce que cette déshumanisation vient de sentiments très humains, comme la peur de vulnérabilité, sa lâcheté, ses traumas, son désir de puissance, de se venger à cause des tensions et tout, de ne plus se faire écraser, de ne plus être soumise. Elle représente pas mal ce sentiment de frustration des Chinois à cette époque-là, parce qu'ils se faisaient souvent soumettre, ils se faisaient souvent dominer par les autres puissances, parce que du coup dans la dynastie des Qing, quand ils ont subi leur déclin, t'as toutes les puissances qui sont amassées de plus en plus pour essayer de grignoter le territoire chinois et imposer leur influence et imposer leurs privilèges et tout. Et du coup il y a ce sentiment un peu d'humiliation, de frustration que je trouve Rin peut représenter, et en fait après elle éclate en fait, et elle veut plus se faire soumettre, elle veut plus se faire marcher dessus. Et je trouve que ça part quand même d'un bagage psychologique, traumatique, assez fort et assez réaliste. Après Rin, il y a beaucoup de fois elle me frustre, je sais jamais jusqu'où elle va aller. Est-ce qu'elle va s'arrêter un moment dans ses atrocités, dans son ambition d'acquérir du pouvoir, de devenir la dominatrice plutôt que la soumise? Mais en fait c'est de la bonne frustration, parce que t'es impliqué dans l'histoire et tu vois que ce que tu lis en fait c'est un récit humain, et du coup tu comprends pourquoi c'est comme ça. Et tu sais, d'habitude quand t'es du point de vue du héros, genre tu le soutiens, c'est un peu ton cocon de confort, parce que tu te dis ouais bah tu vas suivre un héros, tu vas le voir évoluer de manière satisfaisante, tu vas assister à ses moments de gloire et tout, il va devenir badass, et du coup tu t'attaches à lui, alors qu'en fait avec Rin tu te poses constamment des questions. T'es en mode mais attends, là je suis du point de vue d'un monstre, du coup le camp adverse, est-ce que c'est peut-être eux qui ont raison, enfin qui sont les moins en tort et qui sont les moins meurtriers, ou alors c'est l'inverse, et que là je suis du côté de Rin et c'est elle qui commet le moins de crimes, tu vois. En fait c'est pas qui est le gentil, qui est le méchant, c'est qui est le moins meurtrier. C'est une question vraiment perturbante, parce que du coup tu revois ton sens moral à la baisse
comme les personnages en fait qui doivent se rabaisser à la guerre et qui se retrouvent aliénés par tout ça et ils ont pas le choix parce que dans tous les cas il y a de l'injustice, il y a la cruauté, la barbarie et toi t'as envie de minimiser le truc mais tu te sens à l'aise dans aucun des camps parce que les deux camps en fait sont meurtriers, les deux camps montrent que la guerre c'est quelque chose de futile qui engendre que de la tragédie et que des victimes et pas forcément de gagnants et c'est quelque chose de très fort dans cette saga là qui montrait de façon vraiment pertinente je trouve. Et du coup pendant cette guerre là il y a beaucoup d'enjeux politiques, de conflits qui reflètent un peu les enjeux de cette même époque dans la Chine, la première partie du XXe siècle. Ça te donne un aperçu historique de l'histoire de la Chine à cette période là assez intéressant et aussi ce que j'aime bien c'est que l'autrice va aussi aborder les conséquences post-guerre. Ça montre en fait les conséquences sur la mentalité, sur le peuple et tout. Et je trouve que c'est fait encore une fois de plus de façon réaliste et qui montre qu'en fait que tu sois vainqueur ou perdant, en fait t'es quand même perdant parce que t'as perdu beaucoup de ressources humaines, beaucoup de ressources matérielles. Je vais quand même parler des autres personnages, enfin des autres protagonistes, parce que même si j'ai dit qu'ils manquaient de pertinence, j'ai quand même été bouleversée par eux. Pour moi, ils constituent un point clé de mon attachement à cette saga-là. Deuxième personnage principal, je crois, c'est Kitai, qui est le meilleur ami de Rin, et un peu mon crush, enfin beaucoup mon crush, bref. Avec Rin, il représente une balance qui est vraiment très significative, très puissante, notamment vis-à-vis de la guerre, de ce que ça représente. En fait, Rin, elle représente l'irrationalité, l'impulsivité, l'avidité sans borne pour acquérir du pouvoir, tandis que Kitai c'est un peu la rationalité, celui qui essaie de la raisonner, de la tempérer, même s'il est un peu sarcastique, parfois il a des répliques, franchement c'est hilarant. Kitai c'est quelqu'un qui a un sens moral qui lui est très précieux, il essaie d'adopter des stratégies pour réussir sans faire de victimes, mais en fait tu sens à quel point la guerre ça le dépasse, parce que il est jeune quoi tu vois, même s'il est hyper intelligent, la guerre le dépasse tellement que ça va l'écraser petit à petit, ça va aliéner son humanité, et notamment au contact de Rin, leur amitié pour moi c'est la relation phare de cette saga là, c'est l'une des amitiés les plus puissantes que j'ai pu voir de ever, et ça m'a totalement bouleversée et j'en ai pleuré pendant des semaines encore, mais en fait c'est une amitié qui est toxique parce que Kitai essaye de raisonner Rin, mais en fait tu sens que Rin n'en fait quand même que qu'à sa tête, et en fait Kitai est entraîné derrière la chute de Rin dans sa déshumanisation, dans cette sorte de fuite psychologique pour essayer de fuir ses propres limites. Du coup en fait Kitai il va se retrouver à faire de plus en plus de compromis jusqu'à sacrifier de plus en plus ses parts d'humanité pour son amitié envers Rin, et c'est quelque chose de tragique, c'est quelque chose de toxique, mais c'est tellement puissant, c'est juste aussi puissant, aussi poignant que la guerre représentée dans ce roman-là, et je trouve que ça se complète pas mal. Voilà, Kitai c'est un personnage qui est complexe, qui va être tourmenté par ses doutes concernant son humanité, s'il doit tout lâcher, tout abandonner, s'il doit se résigner ou continuer à se battre pour essayer d'endiguer les atrocités, mais c'est compliqué et j'imagine même pas le fardeau psychologique quoi, surtout que t'es ami avec Rin quoi, mais Rin, la psychopathe, bref. Paradoxalement il se déshumanise, mais aussi son amitié, sa relation avec Rin, c'est petit à petit la seule chose qui maintient Rin encore humaine, parce que voilà, elle va s'imposer quand même des limites, et c'est en lien avec la vie de Kitai, parce que voilà, elle veut le protéger, et pour ça elle va essayer de faire des compromis, elle va essayer de se tempérer. Leur relation est très tendue, mais c'est attendrissant aussi parfois, surtout au début, tu vois, quand ils sont gamins à l'école, et après tu les vois grandir et subir tout ça. C'est éprouvant, mais c'est tellement bien fait. Ensuite pour Nija, je sais pas comment on dit. Nija, alors c'est un gosse de riche. C'est un mec qui harcelait Rin à l'académie parce que lui c'est un gosse de riche, Rin c'est une paysanne, du coup à Burke. Ils ont une relation assez ambiguë par la suite. C'est un truc en mode enemies to rival, to allié, to ami, to... bizarre. Et c'est une relation assez intéressante. Nija, petit à petit, il sort de son cocon d'arrogance et tout pour devenir quelqu'un de vraiment attachant. C'est marrant parce qu'en fait, la guerre déshumanise les autres personnages, mais j'ai l'impression qu'il humanise un peu Nija parce que du coup, quand il était à l'académie, c'est le mec hyper puéril, capricieux, hyper égocentrique. Et là, face à la guerre, il mûrit, il devient plus responsable, il devient plus humble et voilà, il arrête de se prendre la tête avec des dramas puérils. Il embrasse
plus à cœur son rôle de dirigeant, d'héritier, de guerrier. Dans le tome 1, j'ai beaucoup aimé comment sa relation avec Rin évoluait parce que du coup c'était marrant en fait de les voir se fight, de les voir s'éclater la gueule quand ils étaient gamins à l'académie. Et puis après, ils développent une solidarité guerrière en quelque sorte sur le champ de bataille et il y a des moments, c'était plutôt stylé. Par la suite, j'ai bien aimé son développement, mais je trouvais qu'il devenait un peu trop niais. Je regrettais un peu son côté arrogant parce que je trouvais que c'était marrant, tu vois, ça faisait un peu son charme. Du coup, je trouvais un peu son développement forcé, peu naturel, un peu brusque. Ses interactions avec Rin, elles sont vraiment très intrigantes. Tu sens qu'il y a une certaine attirance entre deux. Par contre, si vous cherchez de la romance, si pour vous la romance c'est un ingrédient vraiment indispensable, ça doit finir en happy ending et tout, je vous conseille pas trop The Poppy War parce que c'est très compliqué la romance dedans. Parfois ça semblait un peu forcé, après il y avait des moments plutôt, il y avait des choix scénaristiques que j'adore, voilà, c'est ce que je recherche dans une romance angsty. Dans leurs interactions en fait, ça va jamais dans le fond du personnel, en fait genre quand ils se parlent, quand ça dérive un peu sur du personnel, ça revient surtout dans leur réflexion sur la guerre, leurs attentes dans la guerre et tout, et du coup t'as pas ce rapprochement personnel, t'as pas des interactions un peu intimes ou un peu attendrissante. Ça montre que Rin en fait elle est tellement obnubilée par son ambition de gagner la guerre, de voilà devenir une femme hyper puissante et tout, qu'elle s'en fout un peu de l'amour, tu vois, il y a cette attirance, mais elle c'est la guerre avant tout, c'est son ambition avant tout, et en vrai moi je trouve ça rafraîchissant, je suis en mode vas-y girl, détruis tout. Voilà, en fait elle est tellement focus sur son désir, sur ce désir là, que ça déborde sur ses autres relations et je trouvais que c'était quand même plutôt bien fait. D'ailleurs au niveau des plot twists, alors chaque fin de tome, je trouve, est époustouflant. C'est imprévisible et tu te dis, l'autrice a un putain d'audace. La fin du tome 1, t'es en mode, ok d'accord, faut pas prendre à la légère, l'autrice elle peut te créer des trucs de malade, elle va pas s'en priver, ça pose pas de limite, elle va pas t'épargner, du coup, ok, on se prépare. La fin du tome 2, j'ai adoré aussi, je me rappelle, la fin du tome 2, ça m'a fait pleurer de satisfaction, en fait non, de choc, de satisfaction et de choc. Et pleurer de choc, c'est un truc de dingue en fait je trouve. Quand un plot twist te prend comme ça et t'es satisfaite, mais c'est horrible tu vois, mais t'es quand même satisfaite. Genre, je vous jure, mais j'ai pleuré, j'ai éclaté de rire, j'étais devenue folle, tu vois, j'étais devenue Rin. Pour la fin tout court de la saga, alors j'ai vu il y avait des gens qui étaient déçus, je crois. En fait on est plutôt partagés. Moi, il y a des trucs que je trouvais un peu bizarres, que j'ai pas toujours compris, mais globalement je suis satisfaite parce que ça m'a procuré beaucoup d'émotions et quand j'en suis ressortie j'étais complètement bouleversée. Il y avait des moments très puissants, il y a un moment entre Rin et Kitai qui m'a bouleversée comme pas possible et la tension qui s'accroît. En fait à la fin comme j'ai dit, on se concentre sur les conséquences post-guerre, où tu vois les conséquences sur la mentalité de Rin, sur le peuple, et tu te dis ouais en fait la guerre est terminée, mais c'est encore l'enfer sur Terre. L'évolution mentale, psychologique de Rin, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails pour vous laisser la surprise, mais je trouvais que c'était réaliste et en même temps c'était poignant et en fait ça accentuait la tension jusqu'à la fin. T'es en mode Rin elle va faire quoi encore? Tu veux pas la faire confiance, elle est sur un fil mental qui menace de rompre à tout moment. Tu sais pas comment l'arrêter, tu sais même pas si c'est possible et tu peux pas prévoir la fin je trouve. Et j'avais beaucoup d'hypothèses concernant la fin, je savais pas à quoi m'attendre. J'ai essayé un peu de me baser sur le vécu de Mao parce que comme Rin est inspiré de Mao, je me disais ça se peut l'autrice elle va faire un autre truc ou quoi. Du coup c'était vraiment bien, vraiment la tension. Non mais l'adrénaline bref. Conclusion, franchement c'est ma couverture préférée je trouve. Alors c'est une histoire qui est imprévisible, qui m'a procuré énormément de doses d'adrénaline, vraiment c'est une expérience tellement précieuse et vraiment folle. C'est hyper intéressant au niveau de la guerre parce que tu développes différents points de vue, tu développes les différentes réflexions, les enjeux, les aspirations, comment par exemple aborder le sujet de se venger, de l'unification de la Chine, des différentes alliances, ce qui en découle. Du coup ça mélange des péripéties, de l'action, des complots, des putains de plot twists. Je vous recommande si voilà vous avez le cœur quand même bien accroché et je trouve que voilà même si peut-être vous allez être déçus, vous allez pas être aussi impacté que moi, mais je pense pas que ça va être une lecture qui va vous laisser indifférente parce qu'il y a pas mal de développement de personnages vraiment forts et qui t'épargnent rien. Il y a pas mal de réflexions aussi, il y a pas mal de débats possibles entre les lecteurs. Ça aborde l'histoire de la Chine, bon après ça c'est mon petit faible
sensible personnel, mais je trouve que voilà, ça peut être intéressant pour les curieux, pour s'intéresser à l'histoire de la Chine sans passer par les gros bouquins historiques. Voilà, j'espère que ça n'a pas duré trop longtemps, en tout cas que ça a été enrichissant et que j'ai bien parlé, que ça vous a donné un peu envie, que vous n'êtes pas ennuyé, que j'ai pu rendre un peu hommage à cette saga là et que, je sais pas, une maison d'édition en France va reprendre la traduction de ces romans parce que c'est un pilier de la fantasy, je pense, aujourd'hui. Ne pas le traduire en France, ça fait rater quelque chose de vraiment grandiose. C'est original en fait, tu vois, c'est imprévisible, je trouve c'est un peu innovant aussi. Du coup, pourquoi ne pas le traduire? Après voilà, je garde un peu espoir parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, les maisons d'édition s'emparent pas mal de franchises qui sont imprégnées de l'histoire de Chine et tout, comme Jet, Fire Gold, l'Empire d'écume, celle qui devient un soleil. Du coup, je me dis, ils vont peut-être se repencher sur The Poppy War et j'espère. Du coup, merci beaucoup si vous avez regardé jusqu'à la fin. Voilà, merci parce que cette vidéo compte beaucoup pour moi, comme pas mal de vidéos où je parle de mes coups de cœur. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt, peut-être, j'espère, je sais pas. Salut!